Je ne sais pas s'il y a des nouveaux sociétaires qui ont jamais participé à un webinaire, mais je vais faire l'hypothèse qu'il y en a des nouveaux qui ne connaissent pas WinCop. Donc, je fais un très rapide point d'introduction. Puis après, je laisse Robin et Simon dérouler la présentation. Mais en deux mots, si vous êtes là, c'est que vous connaissez un peu WinCop, une jeune compagnie maritime qui est organisée en coopérative. L'originalité du projet, c'est que le premier bateau, il va être financé par la coopérative et donc indirectement par 1600 combien sociétaires? On est à 1532, peut-être 1532. bientôt plus. Voilà. Donc 1532 sociétaires et puis aussi certains des futurs clients. Et là, on devrait mettre le bateau en chantier avant la fin de l'année. C'est un peu long. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, et puis on les a déjà expliqués, notamment à l'occasion de l'Assemblée générale. Et donc, on a pas mal itéré techniquement, et notamment aussi sur le choix du chantier. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on a on a réuni l'ensemble des fonds propres nécessaires. On a aussi l'accord comité de la banque, et donc il faut juste qu'on arrive à contracter avec le chantier, et ensuite c'est parti pour une vingtaine de mois de construction, et voilà. On essaie de faire des webinaires régulièrement sur différents points, tantôt techniques, tantôt davantage financiers ou sur l'organisation de la coopérative. Et donc aujourd'hui, un séminaire sur l'analyse de cycle de vie, qui est un point super intéressant, super important. Je pense quelque chose qui était sûrement sous-estimé avant dans l'appréhension des projets à vocation écologique. Et donc, dans le milieu du shipping, finalement, c'est pas encore super développé. Et on est assez content et assez excité de défricher un peu ce domaine-là avec l'aide d'EVA. Et donc, je te laisse poursuivre, Robin. Ok, pas de souci, merci Nils. Bonjour à tous, du coup, bienvenue dans ce, dans ce webinaire sur l'ACV. Je vais commencer peut-être par me présenter. Donc, du coup, comme le disait Nils, moi c'est Robin Fournis et j'ai effectué mon stage chez WinCop dans le cadre de mon master spécialisé pour 6 mois. Et là, je vais arriver en CDD justement pour piloter un petit peu tout ce projet ACV qu'on veut réaliser sur WinCop et en collaboration avec notre prestataire en ACV qui est EVA. D'ailleurs, aujourd'hui, pour ce webinaire, je crois que c'est Julien et Chloé qui sont là avec nous. Vous pouvez peut-être vous présenter, Julien ou Chloé. Tout à fait. Ouais, Bonjour Chloé. Robin, bonjour Bonjour à Chloé. tous. Donc enchantée, Chloé Dumora. Donc je travaille en effet chez EVA et plus particulièrement, je suis responsable d'une équipe qui s'occupe des biens et services dits techniques et technologiques. Donc on va couvrir tous les secteurs d'activité qui vont être de la mécanique, l'industriel, le numérique, jusqu'au dispositif médical. Et j'ai la chance de pouvoir accompagner WinCop dans ce chouette projet. Ok, merci Chloé. Et donc, je crois que c'est Julien, du coup, qui est également ici. Ouais, c'est ça, je suis ici. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour compléter ce que vient de dire Chloé, donc moi je suis Julien et Julien Larenduche et je travaille essentiellement sur ce qu'on appelle les empreintes sociales, donc les analyses de cycle de vie social, donc les impacts sociaux des produits et services. Donc on en parlera plus en détail par la suite. Ok, trop cool. Merci de votre présentation. Et du coup, comme tu dis, on reviendra plus en détail un petit peu sur la façon dont vous allez nous accompagner sur ce projet-là par la suite. Et je suis accompagné également de mon collègue Simon. Simon, je ne sais pas si tu nous entends, tu peux peut-être te présenter pour tout le monde. Bonjour à tous, donc moi c'est Simon Delvoye, je suis ingénieur naval, donc je suis en charge de la coordination des études et de la conception du bateau, de l'architecture navale du bateau. Et donc j'ai travaillé avec Robin sur ce projet-là, et donc Robin s'occupe de la partie ACV, moi plutôt de la partie plateforme de conception du navire. Ok, très bien. Merci Simon. Il y a quelqu'un qui demande de quel master tu es issu. Ah ouais, il y a déjà une première question, je vais peut-être répondre. Ouais. Donc c'est le master spécialisé management du changement et de l'innovation durable des arts et métiers à Chambéry. Et donc du coup, je suis en stage dans le cadre de ce master-là. Et on voit justement notamment toute cette partie
ces compétences ACV qui est introduite dans notre formation. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu rapidement comment va se dérouler ce webinaire. Nice vous a pitché un petit peu pour les nouveaux arrivants et puis pour ceux qui connaissaient pas trop le projet, le projet WinCop. Et après, moi, je vais vous présenter et vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes ce qu'est l'ACV et comment on va l'intégrer au projet WinCop. Et, et après, derrière, du coup, on va laisser place aux questions. N'hésitez pas pendant la présentation, si jamais vous avez des questions, à l'écrire dans le chat, qu'on puisse revenir dessus après. On va laisser une bonne demi-heure, 20 minutes de questions sur la fin pour avoir une discussion. Et du coup, je serai accompagné de Julien et Chloé et de Simon pour essayer d'y répondre le plus précisément possible. Donc, c'est parti. Alors, du coup, nous, chez WinCop, on a décidé d'intégrer une démarche d'analyse de cycle de vie pour le projet et pour le premier navire WinCop. Alors, l'analyse de cycle de vie, en quoi ça consiste? Donc, du coup, on va essayer de définir grossièrement ce que c'est. Donc, l'analyse de cycle de vie, la définition un petit peu conventionnelle, c'est que c'est une méthode qui est normalisée et qui permet donc d'établir un bilan multicritère des impacts environnementaux et aussi sociaux d'un système sur l'intégralité de son cycle de vie. Donc, du coup, c'est une approche multi-étapes parce que du coup, ça intègre l'intégralité de son cycle de vie. Multi-composants parce que du coup, ça prend en compte tous les composants qui sont intégrés au système et du coup, ici, par exemple, dans le cas de WinCop, au navire. Et multi-critères parce que ce n'est pas seulement centré sur le critère du carbone, qui est un petit peu prédominant dans les discours actuellement, mais ça élargit un petit peu aussi le spectre à d'autres critères environnementaux dont on parlera par la suite, mais des critères, des impacts sur la biodiversité, des impacts sur la santé humaine ou d'autres impacts sur l'environnement. Donc l'ACV, c'est un outil d'évaluation, ça permet de faire le diagnostic et le bilan environnemental et social d'un système, d'un produit, d'un bien ou d'un service, et donc ici dans le cas de WinCop, du navire, et donc de tout ce qui gravite un petit peu autour de ce navire-là. Et c'est également un outil d'amélioration, donc d'éco-conception, parce que justement, on capitalise sur le diagnostic qui est déjà qui va être fait par l'ACV pour essayer de modéliser des améliorations d'un point de vue de conception, d'un point de vue de construction ou autre, pour essayer d'améliorer la performance environnementale et donc du coup sociale de notre navire. Et c'est aussi un outil qui est voué à communiquer, pour justement communiquer sur sur le bilan environnemental de notre solution, de notre système. Et donc là, c'est cool parce que ça fait plutôt écho justement au statut un petit peu coopératif de WinCop qui a un devoir de transparence de par ses statuts. Et donc, c'est intéressant justement d'intégrer cette analyse de cycle de vie-là pour avoir une réelle communication responsable à ce niveau-là. Donc, du coup, pour vous expliquer un petit peu la méthodologie d'analyse de cycle de vie, donc ACV, si on reprend notre système de navire, du navire WinCop, l'analyse de cycle de vie va prendre en compte, donc, comme c'est dit dans le nom, l'intégralité du cycle de vie du navire, donc de l'extraction des matières premières, leur transformation, leur acheminement. Ça va prendre aussi également en compte la construction du navire, donc tous les procédés qui sont impliqués dans la construction du navire pour fabriquer les différents constituants du navire, les voiles, etc. Et l'énergie qui est utilisée justement pour cette construction. Ça intègre également le scénario d'usage du navire, donc l'exploitation du navire. Donc tous les impacts qui sont liés à son exploitation, à son fonctionnement, à la maintenance, aux opérations portuaires par exemple. Et donc aussi également la phase de vie, la fin de vie du navire. Donc du coup là on prend en considération le démantèlement du navire, la filière de démantèlement, la filière de recyclage utilisée et potentiellement des impacts un petit peu positifs avec la revalorisation de l'acier par exemple qui est recyclé derrière. Donc du coup ça prend vraiment en compte l'intégralité de ce cycle de vie-là.
Et donc, ça définit les frontières du système. Ces différentes étapes de vie définissent la frontière du système. Et il y a ce qu'on appelle, donc du coup, la CV prend ça en compte, il y a ce qu'on appelle les flux entrants. Donc, les flux entrants dans la CV, c'est les intrants de matière, les intrants d'énergie qui sont nécessaires justement qui sont nécessaires à l'intégration et qui s'intègrent justement dans les différentes étapes de vie et les différentes phases de vie du navire. Et donc, ces flux entrants ont un impact sur l'environnement. Donc, ces flux de matière, ces flux d'énergie ont un impact sur l'environnement. Et ça constitue les flux sortants. Et ces impacts sur l'environnement, ça peut être des émissions dans l'air, des émissions dans le sol. Ça peut être des. Et en fait, justement, l'analyse de cycle de vie va permettre de quantifier ces flux sortants et ces impacts sur l'environnement de ces différents apports de matière, apports d'énergie et tout processus de transformation qui sont inclus dans les différentes phases de vie du navire. Et en fait, ces impacts sur l'environnement, et c'est là tout l'intérêt de l'analyse de cycle de vie, c'est que on va avoir, ils sont traduits par des impacts environnementaux, mais de manière sur différents impacts en fait. C'est une approche multicritère. C'est-à-dire que ça prend en compte le changement climatique. Ça peut prendre en compte, par exemple, le changement climatique, qui est en fait l'émission de gaz à effet de serre. Ça peut prendre en compte la consommation des ressources fossiles, la consommation des ressources minérales ou la consommation des ressources en eau, par exemple. Ça prend en compte aussi bien l'écotoxicité des eaux, donc la pollution des eaux, les impacts liés à la santé humaine, des impacts liés à la biodiversité. Et donc, du coup, c'est intéressant pour ça parce que ça permet d'avoir une bonne vue d'ensemble sur les différents impacts sur l'environnement que peut avoir notre système. Donc, du coup, pour vous présenter un petit peu un exemple concret de modélisation ACV, comment ça fonctionne concrètement. Donc, tout à l'heure, je parlais des flux entrants. Donc, sur la phase de construction, par exemple, le flux entrant, ça peut être un apport de matériaux, donc un type d'acier, une quantité d'acier qui est intégrée dans la phase de construction dans notre système, auquel on vient, par exemple, auquel on vient apporter des. C'est bon. Auquel on vient apporter des processus de transformation ces processus de transformation, ils ont besoin d'énergie pour fonctionner. Donc, on modélise également la source d'énergie et une quantité d'énergie. Donc, ça, c'est les flux entrants qu'on intègre dans notre logiciel ACV, donc qui est le plus conventionnel et le plus utilisé, qui est CIMAPRO. Ce logiciel est alimenté par une base de données. Et cette base de données fonctionne également. Donc, par exemple, le type d'acier est recensé dans la base de données. Et donc, tous les impacts que l'acier peut avoir sur tout son cycle de vie, il est intégré dans cette base de données-là et il est modélisé dans le logiciel CIMAPRO qui nous ressort un flux sortant, donc un impact sur l'environnement, sur les différentes catégories d'impact qu'on a choisies, donc notamment, par exemple, le changement climatique. Et donc, justement, cet acier a un impact sur l'environnement, sur le changement climatique qui est exprimé ici en kilogrammes de CO2 équivalent. Donc ça, c'est la notion de substance équivalente. C'est pour avoir une unité commune pour pouvoir sommer les impacts. Et l'unité commune se base sur cette notion de substance équivalente. Donc, toutes les substances qui ont un impact sur le changement climatique vont être exprimées en kilogrammes de CO2 équivalent. Et ainsi, on aura la quantification de leurs impacts. Pareil sur une autre catégorie d'impact, comme la consommation de ressources en eau, par exemple. Donc là, qui est exprimé en mètres cubes, donc le volume d'eau que nécessite l'extraction de l'acier, que nécessite la transformation, les processus de transformation pour transformer cet acier-là. Et ça intègre aussi, par exemple, donc là, c'est un autre exemple de catégorie d'impact, mais la consommation des ressources minérales. Et ici, la substance équivalente pour pouvoir avoir une unité commune, par exemple, pour quantifier cet impact, c'est le kilogramme de cuivre équivalent. Donc, du coup, comment dire, l'unité commune, c'est bien le kilogramme de cuivre équivalent. Donc, du coup, c'est l'impact que l'acier a sur la consommation des ressources minérales par rapport à un kilogramme de cuivre équivalent. Et donc, à partir de ça, après, avec notre logiciel ACV, on obtient à la fin de notre ACV, on obtient des résultats un petit peu de cette forme. On peut voir en haut à gauche, du coup, un premier graphe sur une analyse des impacts par phase de vie. Et donc, du coup, on a présélectionné des catégories d'impact. Donc,
Ici, on a sélectionné le changement climatique, donc l'émission de gaz à effet de serre, l'écotoxicité marine, la consommation des ressources fossiles, la consommation des ressources minérales et la consommation en eau. Et donc, du coup, ces impacts-là sont quantifiés et on obtient un graphique de ce type qui nous donne la contribution des différentes phases de vie à ces catégories d'impact. Donc ici, par exemple, on peut voir, c'est des résultats totalement arbitraires, mais on peut voir, par exemple, si on prend le cas d'un navire, d'un navire de commerce, on sait que la phase d'utilisation d'un navire de commerce, c'est très impactant. Et donc, on peut voir que, par exemple, sur le changement climatique, donc l'émission de gaz à effet de serre, c'est impactant parce que du coup, si on utilise du carburant et du coup, la combustion du carburant émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc, du coup, on peut voir qu'il y a un impact important sur la phase d'utilisation sur le changement climatique. Donc là, on a le détail de tous les impacts en fonction des différentes phases de vie. Et après, si on veut aller un peu plus loin, on peut aller jusqu'à l'analyse par substance, en fait. Donc la substance qui est la plus contributrice sur telle ou telle phase de vie, tel ou tel process. Et on peut aller chercher jusqu'à la substance et aller voir le détail des contributions par la substance. Donc ici, on prend l'exemple d'une substance A et du coup, l'impact qu'il a sur le changement climatique, ces substances, est résumé un petit peu dans ce graphique. Et on voit par exemple que ça peut être une substance qui nécessite une production qui nécessite une production une production chimique, enfin, c'est de l'industrie chimique, et donc ça nécessite par exemple des process de chauffage au gaz naturel qui sont très impactants dans la phase de production de cette substance. Et après, derrière, donc ça c'est la phase de diagnostic. Après, derrière, on peut amener une démarche d'amélioration et tenter de proposer des modifications à ce premier diagnostic pour rentrer dans une démarche d'éco-conception. Et donc, comparer les scénarios pour observer justement les gains environnementaux ou les transferts d'impact qu'il peut y avoir sur telle ou telle catégorie d'impact et ainsi justifier de l'intérêt ou non de cette modification ou de ce choix un petit peu d'éco-conception. Et c'est en ça que c'est un outil d'aide à la décision également, quoi. Un outil d'éco-conception également. Si on fait un focus un peu plus sur l'aspect social, l'étude sociale, ça fonctionne grossièrement de la même manière. Donc, on reprend le cycle de vie du navire. On identifie, après, Julien pourra apporter des précisions là-dessus, mais on identifie toutes les parties prenantes qui intègrent, qui touchent un petit peu à toutes les phases de vie de ce navire-là. Et on identifie des impacts, des impacts qui sont déjà prédéfinis. Donc, il y a la santé, la sécurité, les conditions de travail, l'héritage culturel, les droits humains, les répercussions économiques et les gouvernances. Donc, ces catégories d'impact, on identifie des indicateurs qui nous permettent de quantifier les impacts du système du navire sur les parties prenantes des différentes phases de vie. Donc là, l'aspect social, Julien pourra apporter peut-être des précisions si jamais vous avez des questions là-dessus. Et donc maintenant, l'intégration, comment on va intégrer cette démarche ACV dans le projet WinCop. Donc comme je le disais, c'est un outil de diagnostic, c'est un outil d'aide à la décision et de communication. Donc l'idée, c'est de venir faire avec EVA justement un diagnostic ACV du navire sur le volet environnemental et sur le volet social. Et de ce diagnostic qui a été fait, va être identifié, va révéler des points chauds, des hotspots environnementaux. Et à partir de ces points chauds environnementaux, on va tenter d'imaginer des solutions pour justement améliorer la performance environnementale et sociale en agissant sur le levier identifié par la CV, quoi. Donc, imaginer des solutions, ça peut être par le biais de benchmark, ça peut être la mise en place de groupes de travail pour justement imaginer des solutions pour essayer d'améliorer cette performance environnementale. Pardon. Derrière, les solutions qui ont été imaginées vont être réévaluées avec un deuxième diagnostic. Donc, comme on parlait tout à l'heure de l'analyse comparative des différentes modifications d'éco-conception qu'on peut avoir, et ben, du coup, on va réévaluer ces solutions et voir s'ils ont réellement un gain environnemental pertinent et si c'est intéressant de continuer à travailler là-dessus pour les mettre en place. Et après, derrière, donc, du coup, ça va être l'idée de mettre en place ces solutions
pour justement améliorer le bilan et la performance environnementale du navire Wincop. Et donc, c'est en ça que le travail qu'on va mener avec EVA, c'est le travail qu'on va mener avec EVA et qui vont nous accompagner sur la partie ACV. Et nous, derrière, après, on va internaliser cette compétence pour essayer d'améliorer ce bilan. Et, et donc, c'est l'idée du projet. Donc, voilà la présentation un petit peu générale de l'ACV et de comment on va l'intégrer au projet WinCop. Est-ce que vous avez donc, j'imagine qu'il y a des questions qui ont dû être posées. Peut-être qu'on peut commencer à y répondre avec Simon et Julien. Peut-être que Julien ou Chloé, vous avez des précisions à apporter sur ce que j'ai dit ou peut-être des précisions sur la façon dont vous allez nous accompagner sur ce projet. Chloé, Julien, vous m'entendez? Ouais, pardon, j'ai juste le temps Ouais, pas de de souci. remettre le Ouais. micro, excuse-moi. Peut-être tu peux Du apporter coup, des précisions sur l'aspect social que j'ai pas trop détaillé. Donc, si tu veux que je revienne sur non, mais c'était sur bien. l'aspect. C'était bien la façon dont tu l'as présenté. Juste, j'ai vu qu'il y avait différentes questions, mais avant tout, juste préciser qu'on lance cet accompagnement, cette analyse de cycle de vie. Je vois qu'il y a des questions. Avez-vous déjà des résultats, etc. Non, il n'y a pas encore de résultats. L'unité fonctionnelle, on en est en cours de définition. Pour tout vous dire, on a un point demain justement pour lancer l'étape de collecte de données et s'assurer qu'on a bien tout cadré tout ensemble. Donc on est encore un peu en amont de tout ça. Sur l'évaluation sociale, je trouvais que ce que tu avais dit, Robin, était pas mal. Après, je pense qu'il faut mieux répondre s'il y a des questions spécifiques sur le sujet. Ok. Alors, du coup, il y a une question sur la base de données qu'on va Ouais, sur utiliser. Donc, l'aspect social, je l'avais pas vu. Sur la base de données pour l'aspect social, on utilise une première base de données qui s'appelle la SHDB, Social Hotspot Database, mais on ne fait pas la CV uniquement avec ça. C'est-à-dire qu'on va compléter par des données plus spécifiques qu'on aura collectées, notamment via les différents interviews, les échanges qu'on pourra avoir. Donc, ça c'est pour la partie sociale. Et ok, pour la d'accord. partie environnementale, je complète aussi, désolée, ça sera EcoEvent tout à fait, qui sera utilisé, classiquement. Ok, merci. Et donc là, il y a une question sur l'unité fonctionnelle qui a été choisie, le transport de X tonnes sur Y kilomètres. Ouais, donc elle n'a pas encore été complètement définie, comme le disait Julien. On a eu une première réunion cadrage. Peut-être pour rappel, pour ceux qui connaissent pas le terme, l'unité fonctionnelle, en fait, c'est une- c'est c'est vraiment une phrase qui détermine la fonction du système étudié, donc ici du navire. Et en fait, toute la partie analyse, toute la partie modélisation et toute la partie, enfin, tout va se baser sur cette unité fonctionnelle-là. Donc, on va modéliser, enfin, les paramètres d'entrée qu'on va utiliser seront dépendants de l'unité fonctionnelle qu'on va définir. Et puis derrière, ça va permettre aussi de pouvoir comparer nos résultats, de faire des analyses un petit peu comparatives pour justement aller plus loin et observer peut-être des pistes d'éco-conception. Et donc, du coup, l'unité fonctionnelle va servir à ça. Et donc, du coup, dans le cas d'un navire, ouais, donc ça serait ça, en fait, ça serait un verbe d'action. Donc, du coup, ça va être transporter tant de marchandises. Ça va être aussi, on va prendre en compte la localisation, savoir si c'est un trajet en transatlantique ou si c'est un trajet ici, c'est entre la France et Madagascar. Donc, du coup, ça va prendre en compte également ça. Donc, ça va prendre en considération la durée de vie du navire. Ça va être important pour la modélisation aussi. Le nombre de rotations du navire. Je pense que c'est des paramètres qui vont être à prendre en considération dans l'unité fonctionnelle pour pouvoir modéliser correctement derrière la modélisation ACV. Peut-être des précisions à apporter, Julien, Chloé, sur la partie unité fonctionnelle? C'est ce qu'on s'est dit récemment, c'est que l'unité fonctionnelle, ce serait transporter
soit un poids de marchandises, mais on est plutôt parti sur un nombre de conteneurs, si je dis pas de bêtises, et sur X voyages entre Marseille et Tomassi Voilà. pendant X années, enfin Y années du coup. Voilà. Donc on est en cours de définition, mais oui, ce sera comme ça. Ouais, je crois que tu as tout dit, Robin. Ok, bon, bah, très bien. Si jamais il y a des précisions à apporter sur les sujets qu'on traite ou sur les questions, notamment sur l'unité fonctionnelle, n'hésitez pas à relancer pareil. Alors, quelle méthode d'évaluation des impacts est utilisée pour ces résultats? Alors, peut-être. Alors, a priori, pour la partie environnementale, ça sera la méthode du PEF, donc Product Environmental Footprint, qui est la méthode qui est recommandée par la Commission européenne. Donc pareil, on reste dans les standards classiques européens. Ok, merci Chloé. Et donc voilà, comme je disais aussi tout à l'heure, on parlait de catégorie d'impact quand on parlait de changement climatique, quand on parlait de consommation de ressources. Et en fait, c'est ce qui définit les catégories d'impact qu'on choisit ou qu'on étudie, c'est justement la méthode. Donc du coup, là, la question qui traite de la méthode. Donc du coup, la méthode englobe un groupe de catégories d'impact et d'impact qu'il y a sur l'environnement. Peut-être la méthode Oui, PEF, par exemple, tout à fait. Il Chloé, y a 16 indicateurs qui vont donc permettre d'évaluer des impacts qui vont atterrir sur des zones différentes et chaque indicateur va avoir des substances qui vont être caractérisées et pondérées. Donc par exemple pour le changement climatique, l'émission de CO2 équivalent, c'est son unité. Donc la valeur CO2 va être à 1 et on va avoir d'autres émissions, par exemple, qui vont être caractérisées comme le méthane ou voilà d'autres gaz qui vont avoir des valeurs différentes et la puissance de logiciel d'ACV, donc là, en l'occurrence Cimapro, c'est de faire justement cet énorme calcul entre les intrants qu'on va donner, donc les kilos, d'acier, les litres, de fuel et cetera et de les traduire en impacts environnementaux en passant par toutes ces substances émises caractérisées. Donc c'est un gros calculateur. voilà. Et du coup, justement, c'est la notion de substance équivalente que j'exprimais tout à l'heure, c'est justement cette notion pour exprimer la catégorie d'impact qui est étudiée, donc par exemple le changement climatique, en une seule et même unité commune pour pouvoir sommer les impacts des différentes substances qui entrent en jeu, quoi. Alors, une autre question sur avez-vous déjà des résultats? Sinon, à quelle date pensez-vous les avoir? Alors non, du coup, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas de résultats. On commence tout juste à lancer l'étude. On en est encore à la réunion de cadrage, justement. Après, au niveau des dates, donc peut-être que vous pouvez répondre, Julien et Chloé, même si on en a parlé. Donc, Oui, alors les dates, c'est bon, pour l'instant, le planning est, voilà, on en est au tout début. Donc, l'idée, c'est de faire une étude qui va durer grosso modo 6 mois, sachant qu'il y a une grosse partie de ce temps-là qui est dédiée à la collecte de données, donc qui va dépendre des difficultés ou des facilités qu'on va avoir à collecter des données. Quand je dis on, c'est Wincop essentiellement pour le coup, même si on sera là si besoin. Donc voilà, donc il y a au moins, là, on a compté au moins 2 mois de collecte de données avant de pouvoir lancer vraiment l'analyse. Ça répond aussi à une des questions qu'il y avait sur les données collectées. L'idée, c'est de collecter les données les plus fines possibles. Si on a des données des chantiers, ben, on pourra prendre ces données-là. Je parle essentiellement pour la partie sociale, je veux pas, je veux pas dépasser outre mes compétences, mais ouais, on prendra les données qu'on a, et si on n'en a pas, enfin, en gros, on va faire avec ce qu'on aura, quoi. ok. Voilà, donc réponse 6 mois, sachant qu'on compte au moins 2 mois, voire quasiment 3 mois de collecte de données. Si on arrive à la faire plus courte, et ben, ça raccourcira le temps du projet. Si elle est plus longue, ça rallongera le temps du projet. Et, c- il faut savoir que en fait, on dit, enfin, souvent la qualité d'une étude ACV, elle dépend de la qualité en fait de Normal. la donnée qu'on a. Comme ça depuis le début de la semaine. Ah, je crois Je qu'il suis y a en un train micro d'écouter d'allumé. un webinaire là. Je crois qu'il y a un micro d'allumé. Je le désactive, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et donc du coup, ouais, ce que je disais, c'est que justement, on parlait de collecte de données, et en fait, ce qu'on dit, c'est que la qualité justement de l'étude ACV dépend un petit peu de la qualité de la donnée qu'on met en entrée. Du coup, le flux entrant dont je parlais,
le type de matière utilisée, la consommation d'énergie utilisée pour les différents process et tout ça. Donc, plus la donnée est spécifique, plus elle est précise, plus la qualité de l'ACV et les résultats ACV seront du coup réalistes et du coup la qualité de l'ACV sera meilleure, quoi. Donc c'est pour ça que c'est une phase peut-être longue, mais du coup elle est assez importante. Et ce qui est cool dans le projet et au niveau du planning et du timing avec WinCop, c'est que du coup pour l'instant ça concorde avec les discussions qu'on a avec les chantiers. Et potentiellement, enfin, il peut y avoir une bonne relation avec le chantier pour le chantier sera connu, donc on aura une bonne qualité de données pour avoir une bonne qualité d'études derrière. Alors, une autre question. On peut peut-être répondre, il y a des questions sur, Ouais, sur à quoi on se compare. Effectivement, un bateau à porte-conteneur plus gros sera plus efficace. Et nous, en fait, sur nos projets, on se compare en fonction de la ligne. Donc, il y a des bases de données qui existent et on se compare à ça. Et donc, ça donne des références, des bateaux de référence pour chaque ligne. Donc, par exemple, entre l'Asie et l'Europe, c'est des gros on bateaux. va. On se compare à une base de données et donc les références, elles sont pas les mêmes entre l'Asie et l'Europe ou en transatlantique parce que c'est pas les mêmes bateaux. Entre l'Asie et l'Europe, c'est des très gros bateaux très efficaces qui ont des émissions très faibles au transporter. Et en transatlantique, c'est un peu plus impactant. Pour Madagascar, c'est un cas particulier parce qu'il n'y a pas de ligne directe qui font le transport aujourd'hui. Et donc, on doit faire une combinaison de transport. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on imagine un conteneur qui va faire une ligne entre Madagascar et puis Singapour, un transbordement là-bas, et puis Singapour-Europe. Et on recalcule un indice moyen Madagascar-Europe en passant par Singapour, qui sera notre référence. Et donc, ça prend en compte les tailles de bateaux moyennes vers Singapour et les tailles de bateaux moyennes de Singapour à l'Europe. Et donc, on se base en permanence sur des références marché et puis des papiers de référence sur l'endroit où on a vu. Donc, WinCop, si on mettait en transatlantique, on le comparait à un porte-conteneur de 3500. Ok. Est-ce que on est revenu a priori, vous nous entendez tous ou pas, hein? Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, on n'a pas entendu, mais vous avez pu entendre ce qu'a dit Simon, Chloé? Ok. Ok, alors on va reprendre les questions. Pour les entrants, vous partirez sur des données réelles, chantier, sur des estimations à partir de plans. Bah là, comme on disait, hein, du coup, sur les entrants, sur les données, on va essayer d'appliquer les données le plus spécifique possible. Après, derrière, il y a des données qu'on va peut-être pas forcément pouvoir avoir, et c'est là que du coup, on utilise les bases de données qui sont référencées dans le logiciel et dans les bases de données EcoInvent. Et pareil pour l'aspect social, où là, ça va plus être de la donnée un peu moins spécifique, peut-être, Julien, au stade où on en est avec WinCop. Enfin, est-ce que tu peux peut-être préciser comment, enfin, détailler un petit peu comment se passe Oui. la donnée pour le volet social? Et, du coup, sur l'analyse des cycles de vie sociale, c'est en effet un peu différent. En général, on commence par... Alors, je dis on, c'est nous chez EVA. Je ne sais pas si tous les praticiens font de la même façon, mais on fait une première collecte qui permet d'identifier les principaux enjeux sociaux. Donc, on va utiliser pour le coup la base de données que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on sait que tel matériau est fait dans tel pays. Et donc, c'est ça les enjeux liés à la production, à la fabrication de ce matériau-là. Donc, on va pouvoir cibler ainsi ces gros enjeux. Et ensuite, on va aller poser des questions plus spécifiques, généralement aux fournisseurs. Ça peut être au chantier aussi, pour connaître les pratiques sur tel procédé, tel matériau, etc. Et donc, ensuite, la question, c'est d'évaluer ces pratiques sur... donc, ça va être des données qualitatives qui vont nous être remontées, mais aussi des données quantitatives. Et donc, on utilise ce qu'on appelle les échelles de référence pour pouvoir agréger tout ça en des scores, des notes ou des scores. Voilà comment ça va se passer. Concrètement, donc on va commencer par donc ces données, ces données génériques, ces bases de données avec une information pays en gros, et ensuite on va poser des questions de manière plus spécifique aux différents acteurs de la chaîne de valeur. Donc ça pourra être les chantiers, ça va aussi pouvoir être tout le travail qui est en cours sur une charte éthique pour l'exploitation, pour les marins sur le bateau, etc. Sachant que du coup, déjà les premiers tours de table avec les chantiers étaient déjà, enfin, il y avait déjà une réflexion sur là où on décide de faire construire le bateau par rapport justement aux restrictions, aux réglementations du pays. Donc, il y a déjà eu un premier un peu
triche, on va dire, à ce niveau-là pour le choix des chantiers finaux. Simon, j'imagine que du coup, tu as dû répondre à la question de la référence. C'est peut-être ça que tu faisais quand ça a coupé de notre côté? Oui, c'est ça, on en a parlé. Là, ok, la référence. Du coup, la référence. Ok. Est-ce que vous avez ça passe en- Ouais, donc ça c'est Simon qui a répondu. Ok, mais si on se réfère à un trajet en particulier marseillais, on ne pourra pas se comparer à d'autres bateaux. Donc ça, Ah, Simon. ça a été répondu là. Ouais, ça a été répondu. Ouais, ok, d'accord. Donc, est-ce que vous allez utiliser des facteurs de pondération recommandés par le PEF pour avoir un score unique à la fin? Donc, du coup, peut-être, Chloé, je te Oui, laisse. ça me Ouais. va. Alors oui, on va faire cette étape de pondération, notamment pour faire une première visualisation de l'importance des indicateurs. Parce qu'on s'est dit qu'on va utiliser les indicateurs de la méthodologie PEF, et il y en a 16. Sauf que 16 indicateurs dans un graphique, ça fait souvent un peu mal aux yeux. Donc on a une première passe où on va essayer de comprendre quels sont les indicateurs sur lesquels l'objet étudié va avoir le plus d'impact. Et pour ça, on utilise en effet la méthode du score unique qui va venir, finalement mettre sur un pied, avec une unité semblable tous les indicateurs pour pouvoir les comparer directement, chose qui n'est pas possible en stade de caractérisation parce qu'ils ont des indicateurs différents. Mais quand on a fait cette étape-là, on peut, comprendre finalement quels sont les indicateurs les plus importants, les plus impactés par notre système et souvent on va, sélectionner les indicateurs qui représentent au moins 80 de l'impact global et quand on fait cette étape, ensuite sur l'interprétation des résultats, on n'aura plus que visuellement ces, X indicateurs. Donc la plupart du temps, ça tourne entre 5 et 6, voire 7 indicateurs, mais ça permet et de réduire la liste et aussi de se concentrer sur, bah, les indicateurs les plus importants pour notre système. Donc voilà, on passera par le score unique pour sélectionner nos indicateurs, pour cette étude-là. Tout à fait. Ok. Merci, Chloé. Et peut-être. Ça a été répondu. Excusez-moi, je suis en train de lire les questions en même temps. Est-ce que c'était. Ça a été répondu. Ouais, donc ça a été répondu sur la notion de référence de WinCop par rapport à une référence marché. Le rapport aux résultats seront disponibles pour consultation. Alors ça, du coup, le rapport de résultats seront disponibles. En fait, donc les résultats, on va communiquer sur des indicateurs de performance qui vont être issus justement des résultats qu'on va obtenir en suivant la méthodologie ACV. Et donc peut-être vous pouvez apporter un complément d'information là-dessus sur comment la façon dont on va pouvoir communiquer nous sur les. Après, ce qu'on peut faire aussi, alors du coup, c'est qu'on va communiquer sur le diagnostic ACV qui va en ressortir. Et derrière, après, l'idée aussi, c'est de pouvoir communiquer sur les modifications qu'on a pu apporter et du coup, comment dire, les améliorations que justement l'ACV nous a permis d'identifier et nous a permis de mettre en œuvre. Et donc, on va communiquer sur ces indicateurs de performance qui vont être identifiés à partir de l'ACV. Donc voilà, parce que, ouais, une idée de l'ordre de grandeur du nombre de données unitaires à la maille la plus fine nécessaire pour une telle analyse. Peut-être que vous pouvez. Mmh. Alors, ça va un petit peu dépendre de l'angle d'approche qu'on va vouloir avoir. Là, on va être sur une évaluation, on va vouloir comprendre les enjeux principaux. Donc, a priori, on va pas modéliser le moindre boulon, de la conception du navire. Je pense quand même qu'on va brasser entre 10 000 et 30 000 données, quelque chose comme ça. On pourrait aller beaucoup plus finement, mais ça n'apporterait pas forcément une conclusion différente parce que l'objectif, de l'évaluation environnementale, c'est de comprendre les contributeurs principaux et pour ça, voilà, la granularité de l'approche ne va pas influencer sur, la synthèse, globale,
des résultats. Donc on va brasser quand même beaucoup de données, c'est important, mais il faut aussi trouver l'équilibre entre le détail et le juste résultat. Donc on essaye d'optimiser l'efficacité parce que sinon un projet d'ACV voilà, sur un navire comme ça pourrait prendre clairement des années si on voulait aller à la maille extrêmement fine. Alors, il y a une question, merci Chloé, il y a une question sur le chantier. A-t-on des possibilités de demander au chantier de se sourcer sur des matériaux issus des filières les plus vertueuses, exemple l'acier sorti de four électrique? Alors, ça va dépendre des relations qu'on va avoir avec le chantier. Simon, peut-être tu peux apporter un complément d'infos sur comment on peut communiquer sur des potentielles améliorations ou choix de matériaux avec le chantier. Et à savoir, si tu m'entends, Simon. Ouais. Euh, non, bah ça, il y a beaucoup de choses. Il y avait une question tout à l'heure là-dessus. Il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir dans cette ACV. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir les appliquer tout de suite sur le bateau? Vu le planning, il y a des choses qui seront déjà décidées en amont et qu'on ne pourra pas modifier suite à cette étude ACV. Mais cette étude ACV, elle a aussi un but pour le futur du prochain bateau, du second bateau qui va être mis en chantier. Et là, du coup, bah, toutes ces données, en fait, à mon avis, bénéficieront plus au prochain bateau. Ça, c'est un peu, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu le paradoxe de l'ACV, c'est que c'est intéressant de le faire en amont de la construction, en amont pour justement observer les impacts et pouvoir avoir une marge de manœuvre suffisante derrière pour pouvoir mettre des actions qui auront réellement un impact sur la conception du navire. Le problème, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que du coup, comme la qualité de l'étude dépend de la qualité de la donnée, et puis là, par rapport à l'avancement du projet, le chantier est déjà défini. Par contre, l'idée, c'est quand même de faire, comme le disait Simon, d'avoir justement un petit peu les actions qu'on peut faire et qu'on peut entreprendre pour le premier navire et les actions qu'on aimerait, enfin, qu'on pourrait entreprendre pour les futurs navires. C'est pas seulement, il y a une vision court terme et une vision un peu plus long terme où la marge de manœuvre est peut-être un petit peu plus large, plus vaste et où du coup on pourra avoir un petit peu plus d'impact à ce niveau-là. Mais si on veut de la donnée spécifique, si on veut de la donnée qualité, voilà, il faut que le chantier soit engagé derrière. Après, c'est des discussions qu'on a avec le chantier, je pense, à ce niveau-là, quoi. L'incertitude des résultats des calculs sera-t-elle évaluée? Si oui, à quel ordre peut-on s'attendre? Je crois qu'elle est pour moi celle-là, si ça vous Ouais, va. ouais, Chloé, c'est ce que je vais dire, l'incertitude des résultats. Ouais. Alors, on va pas faire une vraie étude d'incertitude comme le demanderait une ACV, on va dire, thésarde ou très poussée, parce que ça demanderait à ce que pour chacune des données, on note différents paramètres. Donc là, on s'enfoncerait dans un travail assez fastidieux et au vu des objectifs du projet, ça serait pas nécessaire. Par contre, on va faire ce qu'on appelle des analyses de sensibilité, où on va venir volontairement modifier un seul paramètre et comprendre son influence sur l'intégralité des résultats. Par exemple, on n'est pas sûr d'une donnée qu'on a utilisée, on a dû faire une hypothèse, je sais pas, sur les circuits électriques, on pense qu'il y a, je dis n'importe quoi, hein, 1 tonne, mais on ne sait pas si c'est pas plutôt, 0,5 tonnes ou 2 tonnes. On va faire notre modélisation avec 1 tonne, on va sortir les résultats et on va se rendre compte peut-être que ces résultats, ils ont une influence, assez forte sur nos conclusions. Donc on va venir relancer les calculs en faisant varier que ce paramètre, massique, par exemple des circuits électriques et comprendre l'influence que ça va avoir sur les résultats. Donc sur des zones où on aura des doutes, parce qu'il y aura forcément des hypothèses, il y aura forcément des zones où il y aura, voilà, quelques doutes, on viendra faire ces analyses de sensibilité pour amener du crédit à la conclusion. Si on se rend compte que dès qu'on bouge un paramètre, ça bouge vraiment, très sensiblement les conclusions, on prendra beaucoup de recul et on expliquera qu'il faut faire attention. Si on bouge ce paramètre et que finalement nos conclusions ne changent pas, ben, on sera assez certain, donc on pourra, faire notre conclusion de manière assez sereine. Merci Chloé pour ces précisions. Ouais, il y a une petite question. Ouais. Ouais. Vas-y. Mais je me demandais, une fois l'étude sur la CV sociale réalisée, est-ce que ce sera rapide ensuite pour les navires prochains
d'analyser l'impact social de la décision de construire dans tel ou tel pays? Ou est-ce qu'à chaque fois, c'est une étude assez longue? Dans le sens où est-ce que quand on est en phase d'appel d'offres au chantier, et je caricature un peu le débat, mais admettons qu'on ait le choix entre faire, on a une somme d'argent donnée, mettons 30 millions d'euros, on ne peut pas dépasser ce budget. Et du coup, soit on fait le bateau de nos rêves équipé d'un parc de batteries et de 3 voiles de dingue, mais par contre, si on veut arriver à équiper le bateau de cette manière-là, on le fait dans un pays qui est moins disant en termes d'exigence sociale. Ou bien, si on veut le faire dans un pays avec des conditions sociales de travail parfaites, il faudra faire des sacrifices sur le plan technique pour rentrer dans l'enveloppe budgétaire. Bon, je prends vraiment un exemple très caricatural, mais dans quelle mesure est-ce que le travail qui est mené aujourd'hui nous permettrait de prendre des décisions rapides? Quand je dis rapide, c'est en 2-3 mois, quoi. Alors, Ouais. ça m'amène deux niveaux de réponse. Alors, sur le travail qui va être mené, du coup, on va avoir, ce que je disais, une première identification des grands enjeux et ensuite, on va développer des indicateurs qui vont permettre de les évaluer. Ces indicateurs-là, ils prennent souvent la forme d'une question qui permet d'évaluer les pratiques. Et donc, ces questions-là sont des questions que vous pourrez poser à vos différents fournisseurs. En gros, c'est presque des choses qu'on peut intégrer dans les cahiers des charges. Faut changer un peu la forme, mais bon. L'autre façon de répondre, c'est lorsque vous allez avoir le choix entre différents pays d'approvisionnement. Vous pouvez, avec la base de données que nous on utilise, et il y en a d'autres, mais avec la base de données qu'on utilise, on peut voir assez facilement, juste en changeant le pays, l'évolution du niveau de risque. Donc ça permet d'avoir une première approche. Et ça nécessite donc pas de ressortir la CV sociale complète. Par contre, c'est une approche générique, ce qui veut dire que potentiellement le pays est comment dire, est socialement un peu moins responsable. Par contre, ça ne veut pas dire que les pratiques du fournisseur ou de l'acteur de la chaîne de valeur sont moins bonnes. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'approvisionner dans une zone sensible, mais avoir de très bonnes pratiques qui permettent de pallier à ce niveau de risque. Ça, ce ne sera pas évalué par la base de données. Ça demande une analyse un peu plus fine. Et donc, les questions que justement on va poser une fois qu'on a identifié les principaux enjeux. Ça répond à peu près à la question ou je vous ai perdu? Ouais, carrément. Moi, j'avais une question peut-être, Julien, justement, j'en profite sur la, sur la partie sociale. Que du coup, j'ai présenté un petit peu comment on mettait comment étaient mis en forme un petit peu les résultats de la CB environnementale pour la partie sociale. Comment sont présentés ces résultats, justement? Alors, ça peut prendre la même forme, sauf que ce sera pas les mêmes chiffres. Grosso modo, ça va être, on peut imaginer un score unique qui n'a pas franchement de sens hein, d'un point de vue social, le score unique. Par contre, on peut imaginer des notes par étape du cycle de vie, par exemple. On sait que, je vais vraiment dire de bêtises, hein, que c'est sur la phase de fabrication qu'il y a le plus d'enjeux. Et donc de là, on va pouvoir zoomer et se dire, bah, sur la phase de fabrication, quels sont justement ces enjeux qui sont si importants. Donc on va voir une liste d'enjeux et petit à petit, on peut zoomer même à l'échelle de l'indicateur. Il faut vraiment le voir comme une sorte de gros entonnoir. On voit un score global par étape du cycle de vie ou par composant, hein, ça peut être par composant. Ensuite, on zoome pour voir bah, concrètement qu'est-ce qui fait qu'il y a cet impact-là, donc quels sont les enjeux derrière, voire même quels sont les indicateurs derrière. Et grosso modo, ça se présentera sous forme de, pareil, hein, d'histogramme ou de graphique radar, sauf que là, pour le coup, ce sera des scores, enfin des notes. Il faudra définir l'échelle, mais en général, pour chaque indicateur, c'est entre -2 et 2, ou entre -100 et 100, avec un niveau moyen à 0, qui permet de noter, je ne l'ai pas dit, mais qui permet de noter à la fois les impacts positifs et les impacts négatifs. En SCV social, on peut avoir des impacts positifs, je génère des emplois, mais potentiellement des impacts positifs, donc je génère des emplois, ou des impacts négatifs, bah, c'est des emplois de mauvaise qualité, par exemple. Ok, ça marche. Il reste 5 minutes. Est-ce qu'il reste des questions? Vous avez peut-être des questions? Moi, je voulais peut-être apporter un complément aussi sur, sur l'intérêt aussi de faire cet ACV. C'est que du coup, là, on part sur du Wincop, donc, qui est un navire innovant avec une propulsion bélique, avec des voiles. Dans l'ACV habituel, par exemple, d'un porte-conteneur classique, comme je le disais tout à l'heure, c'est la phase d'utilisation qui est assez prépondérante en termes d'impact, étant donné qu'on utilise des carburants fossiles en grande majorité, et que du coup, la combustion de ces carburants émet beaucoup de gaz à effet de serre, et donc c'est la phase d'utilisation qui devient prépondérante en termes d'impact. Et donc là, l'intérêt
d'intégrer cet ACV dans un scénario de porte-conteneur à voile, c'est que justement cette sobriété énergétique que peut apporter les voiles va réduire la contribution en termes d'impact de la phase d'utilisation et peut-être se déplacer, on imagine justement, sur la phase de construction. Et c'est là que c'est intéressant justement de remettre un petit peu les choses en contexte et de reprendre du recul là-dessus pour observer les différents impacts qu'il peut y avoir à ce niveau-là sur la phase de construction, étant donné les impacts amoindris par les voiles, ou même, on parle des voiles, mais on peut parler aussi des carburants alternatifs qui tendent à être de plus en plus vertueux et dont la combustion, en fait, émet beaucoup moins de gaz à effet de serre. Donc, vraiment, cet intérêt de remettre en perspective la phase de construction, ça va être vraiment intéressant à ce niveau-là. On va arriver sur la fin. S'il n'y a plus de questions, plus personne n'a de questions. Aujourd'hui, vous n'avez pas un premier chiffre approché à nous offrir. Je dis ça parce que moi, c'est une question qu'on me pose souvent à chaque fois. Est-ce que vous avez songé, est-ce que vous avez calculé l'ACV du bateau, l'impact de la construction dans son utilisation? Et donc, moi, ma pirouette habituelle, c'est de dire que c'est pas beaucoup. Que c'est pas beaucoup parce que quand on compare à une voiture électrique, elle va avoir comment dire, un impact important à sa construction et ensuite elle met du temps à rattraper son retard parce qu'on roule pas beaucoup avec notre voiture. On roule quelques minutes, sinon quelques heures par jour, alors qu'un bateau, c'est H24, 300 ou 320 jours par an. Donc, en fait, c'est comme tu viens de le dire, hein, c'est la phase d'utilisation qui est prépondérante. Et du coup, les chiffres que j'avais vu passer, c'était autour de 7%, 5%, l'impact de la construction. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez donner un chiffre approché de cet ordre-là? Est-ce que c'est plutôt 10 ou 15 ou 2% ou pas encore? Pour un navire, du coup. Ouais, pour un navire, je sais pas, de la taille du Wincop qu'on Ouais. étudie en ce moment. Peut-être que vous avez des notions de ça, Chloé. Alors là, comme ça, je saurais pas répondre. Par contre, dans les bases de données, il y a des navires cargo standards qui sont modélisés, voilà, grosse maille, sur lesquels on pourrait avoir déjà un premier ordre de grandeur. Mais j'en reviens à la point fondamental de l'unité fonctionnelle, c'est que si on compare des choux et des carottes, le résultat va pas nous donner grand-chose. Parce que si c'est des cargos qui n'ont pas le même volume, qui font pas les mêmes distances, qui n'ont pas le même service rendu, ça nous fera une belle jambe d'avoir leur impact. D'où vraiment cette question centrale d'unité et de comparabilité des services et des produits. Ouais, on en revient à ce que disait Simon sur le point de vue de la référence. Je pense qu'il parlait de ça tout à l'heure. L'idée de se référer par rapport à une référence marché qui est plus représentative que de se référer en fait à un porte-conteneur de même taille, de même capacité de chargement. C'est moins intéressant que de se référer par rapport aux impacts globaux du marché sur telle ou telle ligne marchande, quoi. Mais donc, du coup, à part le chiffre que tu donnais sur la phase de construction, je pense que je peux pas apporter plus de. Et du coup, on verra du coup à quel point il sera où la phase de construction sera de manière plus contribuante par rapport à la phase d'évaluation et par rapport à un porte-conteneur conventionnel, quoi. Et plus le bateau va être gros, plus le pourcentage va baisser, quoi. Enfin, moins tu as de tonnes d'acier de bateau par tonne transportée. Et bref, ok. Bon, rendez-vous dans quelques temps pour les résultats. En tout cas, les résultats seront communiqués aux sociétaires. Ouais, bon, c'est ça. on fera un petit webinaire. Ouais. On essaiera de vulgariser au maximum. Ok. Et très bien. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère qu'on a pu apporter les précisions suffisantes et les réponses à vos questions. Et si jamais il y a des questions qui vous viennent par la suite, peut-être que vous pouvez, je pense notamment aux sociétaires, peut-être que vous pouvez les envoyer par mail ou les envoyer via LinkedIn. Peut-être qu'on essaiera d'y répondre si besoin. Voilà. Merci beaucoup. Merci Chloé, merci Julien d'avoir participé et d'avoir pu répondre aux questions également.
Et merci à Simon aussi d'avoir été présent. Merci pour votre attention et bonne soirée. Moi aussi, Ouais, bonne bonne soirée soirée. à tout le monde. Et à demain, Julien. Alors. Beaucoup. À demain.